ILS l'ont relégué au dernier rang, alors il a discrètement fait capoter leur mariage 3 jours avant le mariage. Ma femme depuis 21 ans, sans préambule, sans avertissement, a posé sa fourchette pendant un dîner tranquille un mardi soir et a dit, avec le même ton que vous utiliseriez pour commenter la hausse du prix de l'essence, il n'est pas ton fils biologique. Il ne l'a jamais été. Je pensais que tu devrais le savoir avant le mariage. C'était tout. Pas une lèvre tremblante, pas de culpabilité. Elle l'a dit comme si c'était une information attendue depuis longtemps, comme si je retardais un quelconque calendrier imaginaire en ne le sachant pas plus tôt. Je n'ai pas parlé, je n'ai pas crié. Je l'ai juste regardé, sans même croiser son regard. À quoi bon? Je me suis levé, j'ai laissé mon assiette intacte, je suis sorti par la porte de derrière et je me suis assis dans mon pick-up jusqu'à ce que l'éclairage de l'habitacle s'éteigne, me laissant dans le noir. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas frappé le volant. Je me suis contenté de fixer la lisière des bois pendant que la cabine se remplissait de ce silence froid de plastique et de cuir que seul un pick-up peut offrir. Engourdi, mais pas perdu. Parce que la vérité, c'est que je le savais déjà. Pas la partie sur l'ADN, ça, c'était nouveau. Mais la trahison, l'arithmétique émotionnelle qui n'avait jamais collé, la distance qui grandissait à mesure qu'il vieillissait. Ça, oui, je le savais. On ne passe pas près de 2 décennies à élever quelqu'un sans sentir les lignes de fracture se former sous ses pieds. Il y a quelque chose qui ronge l'âme à entendre son identité entière, celle de père, être reclassé comme une simple erreur administrative. Et pour que vous compreniez bien le niveau d'humiliation, ce n'était pas un accident de parcours à l'université ou une incertitude de l'époque. Non, l'enfant a été conçu alors que nous étions mariés, alors que nous essayions d'en avoir un. Et pendant 18 ans, elle m'a laissé signer les formulaires scolaires, payer les frais de scolarité, entraîner son équipe de football, supporter de pénibles visites chez l'orthodontiste et des nettoyages nocturnes après des gastro-entérites, tout en sachant que je n'étais quoi? Un leurre? Un compte en banque avec des bras. Le pire, c'est qu'elle ne l'a pas dit comme une confession. Elle l'a dit comme si elle me rendait un service. Et écoutez, je sais que la plupart d'entre vous qui m'écoutent en ce moment ont connu leur propre version de la trahison. Mais il y a quelque chose d'unique et de cruel dans le fait que quelqu'un instrumentalisait votre amour pour un enfant, surtout quand cet enfant n'est même pas conscient du couteau qui se tourne dans vos entrailles. Vous voulez savoir comment ça se termine? Ce qui s'est passé au mariage? Pourquoi le père de la mariée est devenu blême et a fait arrêter la musique à la seconde où il m'a vu? Restez à l'écoute. Faites juste une chose avant qu'on plonge au cœur du sujet. Abonnez-vous. Plus de 90% des gens qui écoutent ne le font pas. Et croyez-moi, cette histoire s'assombrit avant de devenir satisfaisante. Votre soutien permet à notre équipe de travailler tard le soir pour bien faire les choses. Bref, revenons à cette nuit-là. Je ne suis pas rentré avant minuit. À ce moment-là, les lumières étaient éteintes. Elle était au lit. Je suis entré dans mon bureau, j'ai fermé la porte et j'ai ouvert un dossier que je n'avais pas touché depuis des années. À l'intérieur se trouvaient quelques accords poussiéreux, une enveloppe scellée que j'avais un jour étiquetée, seulement 6 tout part en fumée, et une unique carte de visite avec un nom auquel je n'avais pas pensé depuis des mois. Cette nuit-là, je n'ai pas seulement fait mon deuil. J'ai commencé à planifier. Discrètement, chirurgicalement. Parce que si elle voulait que je quitte mon rôle de père, alors soit. J'allais lui donner exactement ça. Pas de titre, pas de discours, pas de présence. Mais l'absence. Oh, je rendrais l'absence inoubliable. Vous voyez, il pensait que je me présenterais à ce mariage, amer, boudeur, ou que je ne viendrais peut-être pas du tout. Et c'est ce qui a rendu tout cela si magnifique. Parce que parfois, l'homme le plus puissant dans la pièce est celui qui est assis en silence au fond, attendant le bon moment pour tout faire exploser. 2 jours après ce dîner, j'ai payé l'intégralité du mariage. Pas parce que je le voulais, mais parce que je devais aller jusqu'au bout. Jusqu'à la fin amère et pourrie. Il y a une étrange clarté qui s'installe quand on réalise qu'on n'est plus le mari, le père, ou même une personne aux yeux de quelqu'un. On devient un rôle, une fonction, un portefeuille avec un pouls. Je pensais construire un héritage. Il s'avère que je ne faisais que financer le conte de fées de quelqu'un d'autre, avec mon nom discrètement effacé de l'histoire. Alors, je me suis assis à mon bureau, je me suis connecté au compte joint et j'ai effectué les derniers virements au prestataire. 12 000 $ pour le traiteur, 9 400 $ pour le lieu de réception, 2 800 $ pour les fleurs,
$1100 pour un DJ dont la démo me donnait la chair de poule. J'ai même payé pour le bar ouvert, sachant pertinemment que je ne serais pas assez le bienvenu pour en profiter. Chaque dollar est passé par moi comme si j'étais le comptable fantôme d'une célébration bâtie sur mes os. Je ne lui ai pas dit que j'avais terminé les paiements. Elle n'a pas demandé. Pas de « merci ». Pas de « nous n'aurions pas pu faire ça sans toi ». Pas même un faux sourire au-dessus du café du matin. Elle m'a juste tendu une enveloppe 2 jours avant le mariage. « Ton invitation », a-t-elle dit, en m'évitant à peine du regard. Elle était adressée formellement, Monsieur Grant Whitlow. Pas, papa. Pas de, avec l'amour de ton fils. Juste un morceau de carton imprimé par un site de mariage haut de gamme, avec un élégant gaufrage et une subtile touche de moquerie. Table 29. La dernière. Près des portes de la cuisine, coincée entre une grand-tante qui parle à son caniche comme si c'était un enfant et un cousin que je n'avais pas vu depuis 2006, qui avait un jour essayé de me vendre une police d'assurance vie en crypto-monnaie. C'est là qu'ils m'ont placé. L'homme qui a tout payé. L'homme qui a élevé le marié, entraîné sa foutue équipe de baseball, supporté chaque genou écorché, chaque mauvaise rupture et chaque refus d'université. Je n'étais même plus amer. On ne peut pas être amer quand le puits est déjà complètement à sec. Et mon fils, si je peux encore l'appeler ainsi, n'a jamais appelé. Pas une seule fois. Pas après l'invitation. Pas pour demander si je venais. Pas pour dire « Eh, je sais que c'est bizarre, mais merci ». Rien. La date limite de réponse est passée, et j'étais juste un autre nom sur la liste des invités qu'il devait classer. Vous savez, ce genre de silence qui semble chorégraphié, comme si tout le monde s'était mis d'accord en coulisses pour dire que mon rôle était terminé, et que maintenant je ne faisais que traîner en coulisses où personne ne voulait de moi. C'était moi. Et pourtant, je me suis présenté. Pas pour supplier, pas pour me disputer. Je me suis présenté parce que je voulais voir la scène finale. Je voulais voir jusqu'où il pousserait cette petite performance. Et plus important encore, je voulais voir le moment où la performance s'effondrerait. Parce qu'ils avaient oublié une chose. Je n'étais pas juste une note de bas de page dans leur histoire. 5 ans auparavant, alors que le père de la mariée était au bord de la faillite, j'ai sauvé son entreprise. Discrètement, en privé, par un accord en coulisses. Il m'a vendu 49% des parts sous une clause d'associé silencieux. Cela a permis de calmer son conseil d'administration et de garder sa réputation intacte. Il n'a jamais posé de questions sur les raisons de mon investissement. Il avait besoin d'argent. J'avais besoin d'un levier. Et à l'époque, je pensais honnêtement que cela unirait nos familles, que ce serait une façon de montrer mon engagement, de construire quelque chose de stable. Maintenant, c'était la lame la plus aiguisée que j'avais, et je ne l'avais même pas encore dégainée. Alors, quand ils m'ont assis dans ce coin au fond, comme si j'étais un cousin éloigné ou un divorcé oublié, je ne me suis pas plaint. J'ai mis le costume que j'avais porté à sa remise de diplôme du lycée. J'ai même mis les boutons de manchette qu'il m'avait offerts quand il était entré à l'université, gravés d'un « Merci, papa ». C'est drôle comme le métal conserve mieux les souvenirs que les gens. Je suis entré dans la salle, j'ai dépassé les décorations que j'avais payées, par l'entrée que j'avais repérée des mois auparavant. J'ai fait un signe de tête à l'équipe de sécurité. Je connaissais leur nom. Je les avais engagés. Et j'ai pris ma place au dernier rang, comme un homme arrivant à ses propres funérailles. Mais ce n'était pas moi qu'on allait enterrer. Pas encore. La veille du mariage, pendant que ma future ex-famille s'agitait autour des centres de table et des cocktails signature, j'ai conduit jusqu'au centre-ville, je me suis garé sous une tour de verre avec un accès réservé aux voituriers, et j'ai pris un ascenseur privé jusqu'au 39e étage. Le bureau était minimaliste. Sol en marbre, fauteuil en cuir, et une vue si haute qu'elle faisait ressembler la ville à une maquette. Pas de réceptionniste, pas de bruit, juste ce genre de silence intimidant que l'argent peut acheter. Un grand homme en costume bleu marine s'est avancé dès mon arrivée. « Vous êtes en avance », dit-il en m'offrant une poignée de main ferme. « Tout est prêt. » Je l'ai suivi à travers une porte vitrée dans une salle de conférence privée. Un épais dossier reposait sur la table, marqué d'un logo argenté en relief, Eastgate Venture. Il m'a désigné le fauteuil en face de lui. Nous avons examiné l'accord de l'associé silencieux et la clause spéciale concernant la divulgation publique sous contrainte. Tout est en place. Scellé au niveau du conseil d'administration. Vous voulez toujours garder ça hors de la presse.
Oui, ai-je dit. Laissons le moment parler de lui-même. Il a esquissé un petit sourire. Du théâtre? Non, ai-je répondu. La vérité. Le théâtre, c'est pour les gens qui simulent des fins heureuses. Il a ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvait l'accord original. 5 ans plus tôt, j'avais viré 2,3 millions de dollars dans son entreprise, Eastgate Steelworks, sous une clause de propriété silencieuse. Je me souviens clairement de ce jour. Le père de la mariée transpirait à travers son blazer, humilié, me promettant des parts, une influence discrète, et un accès privilégié aux contrats industriels qu'ils avaient remportés. À l'époque, je pensais assurer l'avenir de mon fils, maintenir les liens familiaux. Bon sang, j'espérais même qu'il pourrait un jour prendre la tête de notre entreprise commune. J'étais encore assez naïf pour croire que la famille signifiait une ambition partagée, pas des photos posées et une fausse gratitude. J'avais oublié à quel point les secrets deviennent utiles quand tout le monde pense que vous êtes insignifiant. Et maintenant? Maintenant, ce même accord me donnait des droits de contrôle temporaire s'il était invoqué en vertu de ce que nous appelions la clause 17, manque de respect matériel ou atteinte à la réputation de la part de la famille directe. Une clause que j'avais écrite. Une clause qu'il avait signée. Une clause que personne ne s'attendait à ce que je me souvienne, et encore moins que j'utilise. Le père de la mariée ne sait pas que vous invoquez ce droit, demanda l'avocat en tournant la page. Non, dis-je, mais il le saura. Et vous voulez toujours attendre le jour du mariage. Je me suis adossé à mon fauteuil. Je veux voir l'expression sur son visage quand il réalisera qui était assis au dernier rang pendant tout ce temps. Il y eut une pause. Puis il a poussé le stylo vers moi. J'ai signé l'addendum, d'une signature calme et délibérée, le genre de signature qui déplace des millions sans dire un mot. J'ai laissé le dossier sur la table. Il serait envoyé au conseil d'administration d'Eastgate dans les 12 heures. Le timing était parfait. Au moment où la réception du mariage commencerait, il serait déjà en train de l'appeler. Ce n'était pas la vengeance que je voulais. C'était la précision. Qu'il me serve du poulet tiède près des portes de la cuisine. Qu'il m'ignore comme si j'étais un vague parasite. Qu'il rit, qu'il trinque et qu'il fasse semblant que je n'étais personne. Parce que demain, quand le père de la mariée prendra ce micro, il regardera l'homme qui possède sa réputation, contrôle ses flux de trésorerie et tient la goupille qui déterminera si son entreprise survivra à un autre trimestre fiscal. Il réalisera, devant tout le monde, qui exactement il les a laissés humilier. Et le meilleur dans tout ça, c'est que personne ne le verra venir. Le matin du mariage était lumineux, chaud et oppressivement joyeux. Un ciel bleu, une brise parfaite. Un de ces jours dont les photographes rêvent. Je suis arrivé 2 heures en avance. Personne ne l'a remarqué, ce qui était exactement le but. Je portais un costume anthracite, sans boutonnière, sans pince à cravate, simple, sans rien de mémorable, le genre de tenue qui fait que le regard des gens glisse sur vous sans même vous enregistrer. Je me suis garé sur le parking secondaire et j'ai emprunté le chemin de gravier jusqu'au lieu de la réception, une grange rénovée enveloppée de guirlandes lumineuses et de sentimentalité de location. Un adolescent avec un casque micro et un presse-papier m'a demandé mon nom. Je le lui ai donné. Il a souri comme s'il distribuait des cartes de bingo. Parfait. Vous êtes à la table 29. Le placement est libre jusqu'à l'heure de la cérémonie. Profitez de la célébration. Profitez. C'est ça. Je suis entré. Tout sentait l'eucalyptus, le faux pain et la vanille. La sainte trinité des mariages hors de prix. La salle de réception scintillait d'assiettes à bord dorés et de panneaux calligraphiés à la main. Un bar dans le coin était déjà approvisionné. J'ai vu le gâteau. 3 étages, glaçage blanc, le genre de choses dont personne ne se souvient mais que tout le monde publie sur Instagram. Et puis je me suis dirigé vers le dernier rang. Pas seulement le fond de la salle, le dernier rang à l'extérieur. Les sièges pour la cérémonie étaient disposés en un croissant parfait, avec des chaises soigneusement étiquetées, une par invité. La table 29 n'était même pas encore sortie. Elle était toujours en train d'être installée à côté des toilettes extérieures et d'une tente marquée « Espace de pause des prestataires ». Ma place avait un petit carton plié avec mon nom. Grant Whitlow. Pas « père du marié ». Pas même « papa ». Aussi stérile qu'un reçu. J'ai pris mon siège. Le soleil a commencé à monter. Les invités arrivaient au compte-gouttes. Des gens brillants et bavards, arborant des sourires un peu trop larges.
Ses amis, ses collègues, des cousins qui ne connaissaient pas mon deuxième prénom. Je les regardais trinquer et complimenter le décor comme si ce n'était pas juste une pièce de théâtre maintenue par des émotions de location et des vérités non dites. J'ai vu ma femme, ou du moins la femme qui portait encore ce titre légal. Elle flottait comme une reine, souriant crispement, chuchotant des instructions de dernière minute à l'organisatrice. Elle ne m'a jamais regardé, pas une seule fois. Elle agissait comme si je n'étais pas là. J'ai regardé mon fils, le garçon que j'avais élevé, à qui j'avais appris à conduire, à se raser, que j'avais accompagné lors de son premier chagrin d'amour, riant avec ses témoins. Il avait l'air léger, libre, comme un homme qui avait enfin édité le dernier chapitre de sa vie et retiré le personnage qui n'y avait pas sa place. Il ne m'a pas vu, ou s'il l'a fait, il s'est bien assuré de ne pas le montrer. C'est une sensation étrange d'être assis, invisible, à l'événement que l'on a financé. Comme assister à la lecture de sa propre nécrologie à un mariage. Puis le père de la mariée est arrivé. Il n'était que sourire et arrogance, enlaçant les gens, serrant des mains, donnant des tapes dans le dos. Il posait pour des photos, complimentait les robes et offrait des cigares à quiconque était à portée de main. Je l'observais depuis mon siège comme un homme regarde une avalanche se former. Il ne m'a pas vu non plus. Pas encore. Mais quelqu'un l'a fait. De l'autre côté des rangées de chaises, la mère du marié s'est retournée. Ses yeux ont trouvé les miens. Un contact visuel de 5 secondes. Pas de sourire, pas de confusion, juste une reconnaissance froide, comme si j'étais une menace qu'elle pensait neutraliser, soudainement assise bien droite. Elle a détourné le regard rapidement, a dit quelque chose à une femme à côté d'elle, et cette femme s'est retournée aussi. C'est ainsi que ça a commencé. La tension n'était pas bruyante. Ce n'était pas un scandale. Pas encore. C'était plus silencieux que ça. Une ondulation à la surface. Un subtil changement de ton. On pouvait le sentir si on savait où regarder. Je n'ai pas vérifié mon téléphone. Je savais ce qui m'y attendait. Un email de confirmation du conseil d'administration d'Eastgate. Horodatage, 9h43. Objet, clause 17 déclenchée. Contrôle temporaire reconnu. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas eu de rictus. Je suis juste resté assis là, à attendre. Il pensait que je n'étais personne. Il pensait qu'ils pouvaient m'enterrer derrière des chaises pliantes et des tables à cupcakes. Mais ils avaient oublié quelque chose. Même les ombres sont projetées par quelque chose de solide. Les invités commençaient déjà à s'agiter sur leurs sièges, à moitié éméchés par les mimosas et leur propre importance. C'est alors que la musique a commencé à monter, une de ces reprises orchestrales d'une chanson pop, soigneusement choisie pour paraître classe mais tout de même amusante. L'organisatrice a donné le signal. Le DJ a lancé le morceau et, pile au bon moment, le père de la mariée a émergé de derrière le rideau. Il a ajusté ses revers comme un homme se préparant à jouer le roi. La confiance suffisante était toujours là, les épaules en arrière, le sourire figé, les yeux balayant la foule comme un général inspectant ses troupes. Puis il m'a vu. Ce ne fut pas immédiat. Il a fait son tour habituel des yeux, les premiers rangs, souriant aux VIP, adressant des hochements de tête polis aux membres de son conseil d'administration, calculant probablement déjà les ratios poignées de main Ardon. Mais ensuite, son regard s'est porté plus loin, rangée par rangée, jusqu'à ce qu'il se pose sur le dernier siège, sur moi. Et quelque chose en lui a cédé. Il s'est figé en plein pas, juste une seconde, mais je l'ai vu. Une légère hésitation dans sa démarche, comme si ses genoux avaient oublié comment se comporter. Son visage n'a pas seulement enregistré de la confusion. Il a enregistré de la reconnaissance. Puis est venue l'étincelle du calcul, un tic dans la mâchoire. Ses yeux ont dardé, cherchant à voir qui d'autre aurait pu remarquer. Personne encore. Mais ses mains. C'est là que tout l'a trahi. Il a fouillé dans la poche intérieure de sa veste pour prendre ses notes, probablement un discours imprimé plein de blagues recyclées et de bénédictions génériques, et les a fait tomber. Littéralement. Les pages ont glissé. Le micro a émis un grincement aigu de Larsen alors qu'il s'agrippait trop fort au podium. Quelqu'un près du premier rang a gloussé nerveusement, supposant qu'il faisait juste son intéressant. Ce n'était pas le cas. Il a baissé les yeux sur la première page, puis les a relevés vers moi. Son regard ne balayait plus la foule. Il était fixé sur moi, et il suppliait. Il me suppliait de rester assis, de ne rien dire, de laisser la comédie continuer.
Je me suis légèrement penché en arrière, j'ai posé ma cheville sur mon genou, calme, détendu, comme si je n'avais aucune idée que je venais de déchirer un trou dans sa réalité. La musique continuait. Les demoiselles d'honneur étaient alignées derrière le rideau, ajustant probablement leurs robes, chuchotant des légendes Instagram. L'organisatrice a de nouveau donné le signal, un petit signe de tête, une indication pour commencer le cortège. Mais il n'a pas bougé. Il n'a pas fait de signe, n'a pas parlé. Il est resté là, figé, les paumes visiblement moites maintenant, la main agrippant le micro tremblait juste assez pour que les gens du deuxième rang le remarquent. Il s'est tourné vers l'un de ses assistants sur le côté de la scène. Un court échange chuchoté, trop bas pour que le public l'entende, mais je savais assez bien lire sur les lèvres. Il a demandé, « Qu'est-ce qu'il fait ici ?» L'assistant a haussé les épaules. Il est sur la liste. Une autre lueur de panique. Il a de nouveau regardé dans ma direction, comme si je pouvais disparaître s'il me fixait assez fort. Ce ne fut pas le cas. J'étais là, exactement là où il m'avait mis. Au fond. À la lisière de leur fantasme soigneusement construit. Et pour la première fois de la journée, quelqu'un a réalisé que je ne faisais pas partie du mobilier. Je faisais partie des fondations. La partie qu'ils avaient oubliée, celle qui avait des dents. Un de ses autres associés s'est penché vers lui. Un homme dégarni en costume beige, quelqu'un du service financier d'Eastgate. Il a suivi la ligne de mire du père de la mariée, a plissé les yeux à travers ses lunettes et a visiblement pâli. Il n'a rien dit, il s'est juste lentement, très lentement, éloigné du podium. Ce fut le moment où tout a commencé à s'effilocher. Parce que les mariages sont bâtis sur une chorégraphie, et il venait de rater son entrée. Les premières notes de la marche nuptiale ont flotté dans l'air. Douces, délicates, trop familières. Des soupirs et des murmures d'admiration ont parcouru la foule alors que le rideau s'ouvrait et que la mariée apparaissait. Une vision en blanc, rayonnante, d'une élégance scénarisée. Elle a fait 3 pas gracieux en avant, le bras lié à celui de l'assistante de l'organisatrice, sur le point de le passer à son père à mi-chemin de l'allée. C'est à ce moment-là que c'est arrivé. Le père de la mariée a levé la main. Pas une petite vague, pas un geste discret, mais un bras tendu. Arrêtez la musique. Sa voix a tranché la cérémonie comme une scie dans de la soie, forte, ferme, impossible à ignorer. Le quatuor à cordes s'est arrêté en pleine note. L'archet du violoniste s'est figé en l'air. Pendant 2 secondes, ce fut le silence de mort. Puis les murmures ont commencé. D'abord légers, juste des chuchotements confus, des rires nerveux. Quelques invités se sont penchés les uns vers les autres, les sourcils haussés. C'était sûrement prévu, un discours sentimental et original à venir. Mais l'expression sur son visage a rapidement tué cette théorie. Il ne souriait pas. Il n'était pas ému. Il était terrifié. L'organisatrice s'est avancée. Y a-t-il un problème, a-t-elle chuchoté. Il n'a pas répondu. Il s'est contenté de regarder droit devant lui, pas les moites, comme si quelqu'un lui avait coupé l'oxygène. Je dois interrompre la cérémonie, dit-il en reculant de l'allée. Juste un instant. L'officiant a cligné des yeux. Monsieur. La mariée s'est figée sur place, tenant toujours le bras de l'assistante. Sa robe captait magnifiquement la lumière. Dommage que personne ne l'ait remarqué. Tous les yeux étaient maintenant rivés sur l'homme qui se décomposait au centre de tout cela. Les invités se sont agités mal à l'aise. Les gens ont commencé à se tourner sur leur siège, cherchant un indice, un signal, n'importe quoi. Et puis est venu le murmure qui a allumé la mèche. L'un de ses associés, un homme plus âgé en costume gris ardoise, s'est avancé, s'est penché à son oreille et a posé une seule question. Savez-vous qui c'est? Il n'a pas pointé du doigt. Il n'en avait pas besoin. Ses yeux étaient déjà rivés sur les miens. Le père de la mariée n'a pas répondu tout de suite. Il a juste fixé le vide, comme quelqu'un qui reconnaît enfin que le monstre dans le coin de la pièce n'était pas juste une ombre. Il était réel et il avait observé tout ce temps. Puis il a hoché lentement la tête. Maintenant, oui, dit-il. Les mots n'étaient pas forts, mais le micro les a captés quand même. Et soudain, tout le monde autour de lui a entendu. J'ai vu la prise de conscience frapper la foule par vagues. D'abord la confusion, puis des chuchotements de reconnaissance, puis une curiosité vive et électrique. Les têtes ont commencé à se tourner vers le fond, vers moi. Je n'ai pas bougé,
je n'ai pas souri, je n'ai pas scié. Je suis resté immobile, les jambes croisées, les bras nonchalamment posés, l'image même de la patience tranquille. La mariée a regardé son père avec horreur. Le marié avait l'air d'avoir reçu un coup de marteau en pleine poitrine. Et la mère, ma femme, se tenait raide près de l'arche florale. Une flûte de champagne à mi-chemin de sa bouche, soudainement figée. Ses yeux se sont écarquillés. Elle s'est tournée vers l'organisatrice, chuchotant quelque chose de dur. Trop tard. L'ambiance avait changé. Le script était brisé. La musique s'était arrêtée. Et avec elle, l'illusion que ce jour leur appartenait. Désormais, la salle n'appartenait à personne. Sauf peut-être à l'homme qu'ils avaient essayé d'effacer, maintenant impossible à ignorer. Le père de la mariée est resté figé une seconde de trop. Puis il a fait un pas lent et délibéré vers le podium, a arraché le microphone de son support avec ses deux mains, comme s'il en avait besoin pour rester debout, et s'est éclairci la gorge. Avant de continuer, dit-il, sa voix tremblant juste assez pour que les gens se penchent pour écouter, il y a quelqu'un ici qui mérite d'être reconnu. Cette seule phrase a fendu la foule en deux. Certains ont ri maladroitement, s'attendant à un moment familial touchant, peut-être un hommage à un oncle décédé ou à un ancien combattant dans l'assistance. D'autres étaient encore pris dans l'atmosphère étrange, tripotant leur programme et se jetant des regards comme s'ils avaient manqué quelque chose. Puis il s'est tourné et a pointé du doigt le dernier rang. « Monsieur, veuillez vous lever, s'il vous plaît ?» La salle a suivi son regard comme si elle était sur une charnière. Chaque tête s'est tournée, chaque cou s'est tendu. Des dizaines d'yeux, côté marié, prestataire, même le quatuor à cordes, ont pivoté vers moi. Je me suis levé, tranquillement, calmement. Je n'ai pas ajusté ma veste. Je n'ai pas regardé autour de moi. Je me suis juste levé comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. L'air a changé. Cet homme, dit lentement le père de la mariée, est mon associé depuis 5 ans. Sans lui, mon entreprise n'existerait pas, on pouvait sentir les mots frapper la foule comme de l'eau glacée. Des halètements audibles. Quelqu'un au premier rang a marmonné, « Attendez, quoi ?» Il a été un associé silencieux, a poursuivi le père de la mariée, la voix se resserrant. Pas seulement financièrement, mais éthiquement, nous soutenant discrètement pendant que d'autres, moi y compris, se sont attribués trop de mérite. Et aujourd'hui, j'ai fait une erreur en ne le reconnaissant pas plus tôt. Il avait l'air secoué, dépouillé de toute trace de sa bravade antérieure. Ma femme s'agrippait au dossier d'une chaise, les jointures blanches. Mon fils, le marié, avait l'air de quelqu'un à qui on avait échangé tout le scénario pour un film d'horreur. Sa mâchoire était tombée. Sa peau était pâle. Il a essayé de former des mots, mais rien n'est sorti. Juste un lent hochement de tête, comme s'il essayait de se réveiller d'un cauchemar. Et la mariée, elle me regardait comme si elle ne pouvait pas dire si j'étais un fantôme ou une grenade. Le silence a duré trop longtemps. Si longtemps que même l'organisatrice a cessé de jouer avec son presse-papier et s'est contentée de regarder. L'un des témoins a regardé le marié et a dit, « Mec, qu'est-ce qui se passe ?» Le père de la mariée s'est de nouveau tourné vers moi. « Je suis désolé, » dit-il dans le micro, publiquement, la voix brisée. Pas désolé comme un homme qui s'est fait prendre. Désolé comme un homme qui a réalisé trop tard qu'il avait misé sur le mauvais mensonge. Mais je n'ai pas répondu. Je n'ai pas hoché la tête. Je n'ai pas souri. J'ai juste continué à me tenir debout, laissant le moment s'étirer jusqu'à ce que chaque personne dans cette salle n'ait d'autre choix que de regarder directement ce qu'ils avaient essayé d'ignorer. L'homme qui avait payé pour le mariage, l'homme qui possédait la moitié de l'entreprise du père de la mariée, l'homme qui avait élevé le marié, et l'homme que personne n'avait eu la décence d'appeler « famille ». Ce n'était pas un discours de rédemption mièvre de dernière minute. C'était une mise à nu. Et aucune quantité d'arrangements floraux ou de toast au champagne ne pourrait le dissimuler. Avant que quiconque ne puisse combler le vide laissé par la confession du père de la mariée, elle a brisé le silence. Ma femme. Enfin, la femme qui portait encore ce titre s'est avancée de sa place près de l'arche florale, ses talons claquant sur le bois avec la certitude de quelqu'un qui croyait encore tenir les rênes. Elle a élevé la voix, tranchante et défensive. « Qu'est-ce que ça a à voir avec quoi que ce soit ?» a-t-elle lancé. « C'est leur journée. Pourquoi tu mêles les affaires à ça ?» Le père de la mariée s'est tourné vers elle. Pas avec rage, mais avec clarté. « Tu as manqué de respect à l'homme qui détient le destin financier de mon entreprise, dit-il.
Et même si sa voix tremblait, elle a résonné dans l'espace comme un coup de marteau de juge. Sa bouche est restée ouverte une seconde. Puis elle m'a regardé. Enfin. Enfin. Comme si elle essayait de réévaluer l'ombre qu'elle avait si longtemps méprisée. Il ne l'a pas laissé parler à nouveau. Tu as manqué de respect à l'homme qui a élevé ton fils, a-t-il continué, plus fort maintenant, plus assuré. Qui a payé pour ce mariage? Chaque fleur, chaque fourchette, chaque once de ce rêve dans lequel vous vous êtes enveloppé. Encore des halètements. Le DJ a reculé de sa console comme si quelqu'un avait déclenché une alarme silencieuse. Vous l'avez fait asseoir au dernier rang. Vous ne l'avez même pas regardé dans les yeux. Elle a ouvert la bouche pour protester à nouveau, mais le père de la mariée a levé la main. Ne dis rien, a-t-il dit. Et d'un coup, elle s'est tue. C'était la première fois depuis des décennies que je voyais quelqu'un la faire taire sans crier, sans menace. Juste des faits et de la honte mis à nu. Les invités étaient figés. Certains avaient posé leur verre. Une femme près du premier rang s'est tamponnée les yeux, non pas parce que c'était émouvant, mais parce que la tension brute dans l'air était insupportable. La mariée semblait prête à s'enfoncer dans le sol. Le marié, enfin, s'est levé, me fixant avec ce regard. Celui que j'ai vu chez les adolescents qui viennent de réaliser que les freins ne fonctionnent pas. Il avait de nouveau l'air d'un enfant, comme s'il ne savait pas quoi faire sans que je le lui explique. Mais je n'allais pas l'aider cette fois. Pas de mots, pas de signe de tête, rien. Juste l'immobilité d'un homme qui avait déjà tout dit par ses actions. Le père de la mariée a reposé le micro sur son support. Il n'a même pas regardé ses notes. Il est resté là, les mains tremblantes, respirant fort. Et puis il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Ce mariage a été construit sur un mensonge. Et il était le seul ici à avoir dit la vérité. Il ne m'a pas nommé. Il n'en avait pas besoin, car à ce moment-là, je n'étais plus l'homme du dernier rang. J'étais le centre de la pièce, et je n'avais pas dit un seul mot. Le père de la mariée a reculé du micro comme s'il s'était brûlé. Je ne bénirai pas une famille qui manque de respect à l'intégrité, dit-il, la voix plus basse maintenant, mais lourde. Continuez sans moi si vous le souhaitez. Puis il a quitté l'estrade. Pas de manière dramatique. Pas de manteau jeté en arrière ou de porte claquée. Juste un pied après l'autre, se dirigeant vers le bord de la pelouse où la cérémonie débordait sur le gravier. Le silence s'est abattu sur la foule comme de la fumée, pendant un instant. Personne n'a bougé, comme si chaque invité avait soudain réalisé qu'il était assis à l'intérieur d'une structure construite sur de la pourriture, et que les poutres étaient en train de craquer. Le DJ, toujours derrière sa console, était figé. Le casque de l'organisatrice a glissé de son oreille alors qu'elle regardait les mariés comme quelqu'un qui essaie de calculer un itinéraire de sortie de secours. Puis, lentement, les prestataires ont commencé à bouger. Un par un, ils ont commencé à remballer. Ce n'était pas coordonné. Ce n'était pas officiel, mais c'était instinctif. Les fleuristes ont commencé à démonter une composition près de l'allée. Les serveurs ont ramené des plateaux vers la cuisine. Le barman a tranquillement essuyé le comptoir et a placé une pancarte manuscrite sur le bord, fermée jusqu'à nouvel ordre. L'illusion de la fête était terminée. Devant, la mariée se tenait raide comme du marbre, son voile flottant au vent, les lèvres pressées en une ligne blanche. Elle a regardé son père comme pour le supplier de faire marche arrière. Il n'a pas regardé en arrière. Et puis est venu le moment que je savais inévitable, mais qui m'a quand même fait l'effet d'un coup de poignard. Le marié s'est retourné. Il s'est détourné de l'autel, de la mariée, des invités figés, et il m'a regardé. Pas par-dessus une table, pas du haut d'un podium. Il a regardé par-delà une mère de gens, l'homme au dernier rang qu'il avait élevé. Le garçon à qui j'avais appris à faire du vélo. Le garçon à côté de qui je m'étais assis pendant les devoirs de maths, les ruptures et chaque échec désordonné de l'adolescence qui semblait être la fin du monde. Il m'a regardé comme s'il venait de se réveiller dans une vie qu'il ne reconnaissait pas. Et pour la première fois de la journée, il a bougé. Il est descendu de l'estrade, lentement, incertain, hésitant, comme s'il s'approchait à la fois d'un étranger et d'une confession. Un pied devant l'autre, marchant vers l'homme à qui il n'avait pas parlé depuis des mois. L'homme qu'il avait laissé s'asseoir seul, l'homme qu'il avait effacé du programme. Il a fait 5 pas, puis 7, puis 9, et juste au moment où il a atteint l'allée, me regardant toujours, cherchant toujours un moyen de réparer l'irréparable, j'ai levé la main. Pas un salut,
pas un geste de bienvenue, juste la paume ouverte et plate, un mur. Non. Il s'est arrêté net. Sa bouche s'est ouverte, mais je ne lui ai pas laissé l'espace de parler. Je me suis rassis sur ma chaise, j'ai croisé une jambe sur l'autre, et j'ai détourné le regard. Non pas pour punir, non pas pour humilier, mais parce que certains ponts ne brûlent pas, ils pourrissent. Et quand ils s'effondrent, le silence est le seul mémorial approprié. Il est resté là un moment, perdu, puis a lentement reculé, comme s'il réalisait qu'il était dans la mauvaise scène de la mauvaise histoire, et qu'elle n'avait jamais été la sienne pour commencer. Les gens ont recommencé à chuchoter. Certains se sont levés de leur siège. Une demoiselle d'honneur a fondu en larmes. Quelqu'un près du bar a demandé à l'organisatrice si la réception avait toujours lieu. Mais moi, je suis resté assis, calme. Au dernier rang, là où il m'avait mis. Les murmures se transformaient en autre chose maintenant. Pas seulement de la confusion, mais une fracture, comme si toute la structure de la journée avait été sciée en deux, et que les fissures rattrapaient les gens à l'intérieur. L'officiant, tenant toujours le programme, se tenait là comme quelqu'un attendant un signal qui ne viendrait pas. La mariée serrait son bouquet si fort que les tiges se pliaient. Le marié restait dans l'allée, fixant l'espace que j'avais laissé derrière moi comme s'il s'attendait à ce qu'une porte s'ouvre et lui donne une autre chance. Mais je n'ai pas regardé en arrière. Je me suis levé, tranquillement, délibérément, et je suis sorti par le portail latéral. Pas par l'allée. Pas là où il voulait que j'aille. Simplement dehors. Sans fanfare, sans adieu, sans un mot prononcé. Mes chaussures crissaient sur le chemin de gravier alors que je contournais le lieu de réception. Le chemin jusqu'au parking était long, plus long que dans mon souvenir, mais je ne me suis pas pressé. Chaque pas ressemblait à une signature sur la dernière page d'un contrat très long et très douloureux. Personne n'a suivi. Personne n'a osé. Il ne le pouvait plus. Le père de la mariée se tenait toujours près de l'autel, une main sur la tête, l'autre agrippant son téléphone comme une bouée de sauvetage. Il parlait à voix basse, avec urgence, probablement à son conseil d'administration, entendant probablement déjà parler de l'addendum qui venait d'être déposé, de la façon dont il n'avait plus le plein contrôle. Ni de l'entreprise, ni du récit, ni de rien. Mais il ne m'a jamais appelé. Il savait qu'il ne fallait pas. J'ai atteint mon pick-up, mon vieux Chevy, usé et loyal et mien, et je me suis glissé à l'intérieur. La porte a grincé comme elle l'avait toujours fait, un son que j'avais depuis longtemps cessé d'entendre. Le siège m'a accueilli comme un vieil ami. J'ai tourné la clé. Le moteur a démarré avec son grondement sourd et familier. Avant de passer en première, j'ai jeté un coup d'œil au téléphone monté à côté du tableau de bord. Une seule notification. Un message. On peut parler ? Pas de nom, mais je n'en avais pas besoin. Peu importait de qui il s'agissait. Plus maintenant. J'ai appuyé sur « Supprimer ». Je ne l'ai pas ouvert. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste effacé, comme il m'avait effacé, lentement, au fil des ans, jusqu'à ce que je ne sois plus qu'un mécanisme de financement dans leur compte de fait. Seulement, je n'étais pas parti. J'étais l'encre sous les contrats. Le nom enfoui dans la clause de propriété. Le silence qu'ils avaient pris pour de la résignation. Mais ce n'était pas de la résignation. C'était de la préparation. En m'engageant sur la route déserte, je ne me sentais pas triomphant. Je ne me sentais pas vengeur. Je sentais simplement que c'était terminé. Et parfois, être arrivé au bout est plus puissant que n'importe quel discours. Il pouvait trier les décombres comme il le voulait.